Monsieur, attends. OK, attends, j'étais juste en train de créer la séance d'enregistrement. Donc oui, je recommence pour dire que la session passée, nous avons parlé du Redeemer et du Datum. Comment est-ce que le validateur valide une transaction? Nous avons montré comment est-ce qu'il y a des erreurs. Il y a certainement une validation sur la blockchain, une validation qui n'est pas faite par un humain. Ce sont des ordinateurs, ce sont des validateurs qui regardent votre script que vous avez créé et qui parviennent à interagir entre eux pour passer ou non votre transaction. C'est-à-dire que vous, le créateur du script, vous mettez des règles qu'il faut respecter pour interagir avec votre contrat intelligent. Et les utilisateurs maintenant sont à la merci des validateurs qui sont des programmes informatiques qui eux maintenant lisent vos conditions et regardent si ces conditions sont satisfaites, n'est-ce pas? On a commencé avec un Datum et un Redeemer. On a d'abord commencé avec le Redeemer pour voir si vraiment le Redeemer était vérifié. On avait vu qu'il était vérifié. On parlait d'un chiffre et on a changé le chiffre de manière progressive et il était toujours vérifié. La deuxième étape avait été de vérifier si le Datum aussi est vérifié. Et oui, on a constaté que le Datum aussi est vérifié, d'abord par son hash, mais aussi par sa valeur. Et ensuite, on a aussi vérifié si le Datum et le Redeemer peuvent être comparés. Et c'est ce qu'on a fait. Le Datum pouvait être différent du Redeemer et la transaction ne passerait pas. Mais lorsqu'ils sont égaux, quel que soit leur chiffre, la transaction va passer, n'est-ce pas? Donc, il y a cette condition-là. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est que je voudrais partager avec vous la suite logique de notre formation. Donc, c'est de vous montrer maintenant quels sont les types d'applications que nous pouvons créer, n'est-ce pas? Et pour moi, j'ai pensé faire un exemple assez simple. Share screen. Okay. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Donc, ce sont d'abord les contrats intelligents sur, ça c'est novembre. J'avais celle de, attendez un peu, je vais vous montrer, j'ai la mauvaise présentation. J'ai celle de décembre. Ok, non, c'est celle-là. Je pense que j'ai gardé la date, mais le contenu est là. Share screen, sorry about that. Donc oui, c'est toujours, on a commencé en novembre, mais j'ai changé le contenu. Donc, on a d'abord, comme je disais, 3 éléments. C'est toujours important d'y revenir parce que c'est vraiment la base même du validateur, n'est-ce pas? On a 3 paramètres, un Datum, un Redeemer, un contexte, toujours, mais les paramètres sont facultatifs. On a une syntaxe du Datum. Par exemple, si nous voulons gérer mon idée d'implémenter la gestion d'un hôtel à distance, autrement dit, vous avez des chambres qui sont accessibles par clé, verrouillées par clé RFI, clé radio, RFID. Donc ces clés et aussi d'autres qui peuvent être aussi validées par scanner un QR code ou bien même par scanner un NFT, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons gérer un hôtel à travers la blockchain. Quelles sont les étapes? Nous allons y revenir, mais on pourra voir quelles sont les conditions d'implémentation d'une telle application qu'on commence aujourd'hui. Je pense que dès demain, on devra avoir le validateur et le samedi prochain, on peut déjà passer les transactions, n'est-ce pas? D'abord sur le CLI et puis je pense qu'on a aussi la session du 17. La session du 17, on pourra maintenant la passer à travers le front-end. OK? Et ça, ce sera tout parce qu'on a voulu rétrécir les 4 dernières séances en 2 semaines pour que les gens se reposent le week-end du samedi de Christmas. Donc, les éléments du Datum peuvent être ainsi. On peut avoir d'abord, bien sûr, le Hotel Datum. On a l'adresse du propriétaire. Le client aussi, on a besoin de son adresse. C'est ça la définition du type.
Donc, le type ici, c'est proprietary address. Ça, c'est un data type construction. C'est la construction d'un data type comme on le fait dans Haskell. Pour ceux qui ont suivi l'introduction Haskell, vous avez l'adresse du propriétaire qui est sa clé, qui est une représentation de son adresse. Et à partir de votre adresse, vous pouvez vous trouver votre key hash. C'est facile. Clé est l'adresse du client qui est aussi représentée par le key hash. Ce point d'exclamation signifie seulement que ça ne peut être qu'un pub key hash. J'aurais pu juste mettre pub key hash sans les points d'exclamation, mais pour mesure de sécurité, quand on fait un contrat intelligent, c'est bien de toujours spécifier que ça, c'est rigide, qu'on ne vous donne pas juste un hash quelconque, ça doit être un pub key hash, n'est-ce pas? Et aussi juste un integer, qu'on ne vous donne pas un double ou un autre float, n'est-ce pas? Donc, il y a ce critère-là que juste le validateur va s'assurer que vous avez déjà déclaré que cet élément est un integer. OK? Vous pouvez avoir l'adresse du client, le numéro de la chambre, qui est un numéro bien sûr, le prix de location de la chambre, un montant, le prix en dollars, disons, le jour d'arrivée, vous venez à une journée, et puis la durée du séjour. Donc, la durée du séjour plus le jour d'arrivée plus durée du séjour vous donne toute l'information nécessaire pour savoir quand est-ce que la personne commence et finit sa location de la chambre, n'est-ce pas? Et puis on dit deriving, l'équation pour voir est-ce que les montants sont égaux. L'ordre, est-ce que le jour précède l'autre? Show, pour qu'on puisse identifier certains éléments. Et tout cela pour créer notre JSON file qu'on va utiliser demain pour la création de contrats à partir de CLI. Le syntaxe du redeemer est différent. Vous savez qu'on parlait du DTOOM. Maintenant, on parle du redeemer, n'est-ce pas? Le redeemer sert à déterminer l'action visée. Encore très important. Redeemer, c'est prendre, c'est utiliser, c'est accéder. Hein? Le rédempteur, comme on dira en français. Hein? Pas rédempteur comme sauveur, mais plutôt rédempteur. Je ne sais pas si ça convient en français de dire rédempteur. C'est comme, c'est l'action. Parlons même de l'action. L'hôtel peut permettre des actions suivantes. Réserver, à travers soit des enchères, celui qui donne le plus gros montant prend la salle automatiquement, ou à travers une caution. On s'attend sur le prix. Nous, on va le faire à travers une caution. On s'attend sur un prix, mais le jour de ta réservation, tu fais un dépôt. Tu peux réserver le samedi alors que tu viens le vendredi suivant. Tu devrais déposer une caution pour qu'on garde ta chambre. Payer à l'arrivée, donc au prix moins caution, c'est la balance que tu devras payer le jour de ton arrivée. Tu dois aussi être capable, comme action, d'annuler ta réservation. Tu peux changer d'avis. Tu te dis non, je ne veux plus réserver cette chambre, je veux plutôt une autre ou carrément plus de chambres. Le propriétaire aussi peut modifier le prix des chambres. Il peut se dire, OK, non, les choses changent subitement, j'ai toute une délégation qui vient dans ma ville, je vais augmenter les prix. Pour ceux qui ont fait des cautions, je vais leur remettre leur caution, moyennant peut-être une excuse ou autre, n'est-ce pas? Les conditions de validation alors seront telles que nous pouvons les déterminer. Il faut d'abord déposer une caution pour réserver la chambre. Donc déjà, tu dois signer, toi, le propriétaire qui dépose. On doit savoir qui a déposé la caution, on doit identifier l'identité de la personne. Mais bien sûr, avant cela, le propriétaire doit créer la première transaction qui établit des conditions de location, le DTOOM. Et après, c'est là où on commence la location. Donc, le client doit déposer une caution et ensuite, il doit payer la balance à l'arrivée. Sinon, la réservation sera annulée. Et la caution peut être remise au propriétaire selon ce que vous voulez déterminer, n'est-ce pas? Et il doit aussi recevoir la clé d'accès à la chambre. Dans ce cas-ci, on dit que c'est un NFT. Un NFT qui peut être un barcode, un QR code, qu'il peut scanner et la porte s'ouvrirait, n'est-ce pas? Confirmer le départ si le paiement peut être partiel. Autrement dit, si tu veux quitter plus tôt que la durée du séjour, tu peux dire aussi, bon, j'ai réservé pour 4 jours, mais j'ai une urgence familiale, je quitte aujourd'hui. Est-ce que vous prenez les 3/4 au lieu de prendre les 4 portions, l'unité, n'est-ce pas? Donc, c'est possible. On peut aussi le déterminer. Ou bien carrément, on dit non. Si vous avez réservé pour 4 jours et que vous quittez avant 2 jours, donc tout bad, c'est dommage pour vous, mais vous devez nous donner tout le montant. On a déjà pris tout le montant, etc. Incluant qu'on peut déterminer soit le smart contract paye le propriétaire le montant le jour de l'arrivée, ou bien il paye au propriétaire le montant après la durée de séjour. C'est à nous de déterminer tout ça.
Voici à quoi ressemble un tel validateur que j'ai préparé. Donc, selon ce qu'on s'est entendu, c'est que l'hôtel, le validateur de l'hôtel, encore, ces noms ici, on peut les traduire en français. Ils sont en anglais parce que les gens sont plus anglophones, mais vous pouvez l'écrire en français, rien ne tuera qui que ce soit. Et si j'aurais pu mettre même en swahili, tu vois, c'est pas vraiment nécessaire. C'est juste l'appellation. Dès qu'on sait que c'est le premier, ce sera le détour, le troisième, le deuxième, le redeem, le le troisième, premier, deuxième, troisième, script, contexte, et ça doit donner un boolean. Boolean, si tu dois garder comme un boolean, hein, soit parce que c'est comme la fonction du boolean, c'est le nom même. Donc, l'hôtel validateur, je prendrai le hôtel détour, les actions qui sont autorisées à l'hôtel, et je crée détour, action et puis contexte. Et puis, pour chaque cas d'action, veillez bien, pour chaque cas d'action, je peux permettre au client de réserver. Il faut qu'il dépose la caution. Press if false, ça signifie que vérifie si c'est faux. Si c'est faux, tu envoies le message caution manquante à partir de cette condition. La condition doit être payée. La caution doit être payée. Et il y a deux conditions pour cette action. Il faut déposer la caution ou bien l'erreur sera caution manquante. Et aussi mettre en sorte que le contrat doit être publié. Vous devez retourner les UTXO sur le smart contract parce que l'hôtel va toujours publier les contrats en cours. Dès que vous avez réservé, dès que le contrat est publié, votre chambre doit apparaître comme réservée. Donc, si vous ne le republiez pas, personne ne saura même que cette chambre est là. Donc, il faut non seulement qu'elle soit là, mais qu'elle soit sous état réservé. Le client peut aussi maintenant payer à l'arrivée. Celui qui a réservé doit payer. On ne peut pas dire à vous de réserver pour votre enfant parce que ça peut engager la criminalité, n'est-ce pas? Oui, sur la blockchain, pour éviter de tels cas, c'est que la personne qui a réservé doit venir avec sa propre clé et payer le montant qui reste. Il ne faut pas que quelqu'un vienne payer pour vous. Donc, c'est signé par le client, n'est-ce pas? Le client, lui seul, doit payer et s'engager. Parce qu'il peut aussi dire que non, je suis absent et donnez-moi, s'il y a un moyen de me donner une balance, donnez-moi même la moitié de ce que je devrais payer. Et il doit payer le prix au total. N'est-ce pas? On doit payer que tous les frais sont payés et la clé doit être envoyée. Dès qu'il finit de payer, une autre condition, c'est que la clé doit être envoyée au client. Et le paiement doit être soit envoyé au propriétaire ou gardé dans le contrat jusqu'à la fin de la durée de séjour. Mais moi, je pense qu'on va directement l'envoyer au propriétaire. Mais je pense que intuitivement, c'est mieux de le faire que ce soit jusqu'à la fin de durée du séjour. Mais comme vous voyez, celui-ci avait deux conditions, avec ces conditions de AND, et donc deux conditions mises ensemble. Celui-ci, maintenant, on a quatre conditions. Celle-ci, 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 celle-ci. Et toutes les quatre doivent être vraies pour que le boolean ici soit true. OK? Si l'une des conditions n'est pas vraie, c'est que ici, ce ne sera pas vrai. Et le client peut aussi annuler. Seul le client initial peut annuler. Il faut qu'il annule avant la date d'arrivée. La caution doit être retenue. Donc, la caution doit être envoyée au propriétaire. Et le jour d'arrivée... Ah bon, et aussi, le jour d'arrivée ne doit pas être atteint. Parce que ça, c'est le message d'erreur. Vous voyez, il veut annuler, mais vous dites non, désolé, le jour d'arrivée est déjà atteint, vous ne pouvez pas annuler. OK? Ça, ce sont les messages d'erreur que vous transmettez pour que l'utilisateur ait connaissance de ce qui se passe. Donc, ici, il y en avait deux conditions, quatre conditions. Ici, il y en a trois conditions. C'est pas que je voulais juste montrer, mais c'est que les conditions varient, mais c'est toujours la même syntaxe. Le propriétaire aussi peut modifier. Seul le propriétaire peut modifier la chambre, nécessairement. Et le contrat d'être publié, c'est qu'il ne peut que modifier. S'il veut annuler, il y aura une autre condition d'annulement moyennant frais. Mais pour le moment, il doit republier son contrat. Il a changé soit le prix, il a changé soit le numéro de la chambre, il a changé soit d'autres éléments, mais il doit republier le contrat. OK? Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Parce que j'ai beaucoup parlé, mais je me demande s'il y a des questions. Est-ce que vous sentez que l'exemple est plus ou moins intuitif? Est-ce que vous voyez que c'est quelque chose qui peut se faire sur la blockchain? Parce que c'est toujours bon de comprendre quelles sont les applications qui sont possibles sur la blockchain, n'est-ce pas? Sinon, on perdra notre temps à parler de la blockchain si on ne parle pas vraiment de ce qui est compréhensible du point de vue des utilisateurs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un hôtel géré à travers la blockchain.
le propriétaire ne connaît pas le client ne connaît pas le propriétaire, lui seulement il veut une chambre pour dormir et il a accès à sa chambre sans qu'il n'ait besoin de concierge. Il ne va pas rencontrer quelqu'un à la porte d'arrivée, il va juste avoir lui-même, il saura le numéro de la chambre, il va montrer son téléphone à la chambre va s'ouvrir, il va avoir sa petite nuit et il rentrera le lendemain, ok, ou la durée du séjour. Alors, toujours les mêmes étapes, on doit toujours vérifier que la transaction est balancée. Le détoum est vérifié, dans ce cas-ci, notre détoum est assez élaboré. Le redeem, les actions encore sont vérifiées. Il y a maintenant la signature, la vérification du temps. Vous avez vu que dans notre cas, on a aussi vérifié si la période le jour d'arrivée est déjà passé. Dans ce cas-là, il ne peut plus annuler. Et en fait, on soumet la transaction et le validateur détermine si c'est bon. OK? Et nous pouvons augmenter des conditions progressives, n'est-ce pas? Mais pour le moment, je vais démontrer là où nous en sommes et élaborer sur ce que chacune des options est. Voyons, je vais maintenant montrer l'autre élément du smart contract. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Visual Basic. Parfait. Donc, voyons, je partage mon écran encore une fois. Et vous savez qu'on avait déjà parlé du Always Succeed. À cette étape-ci, plus ou moins, vous tous, vous pourrez plus ou moins comprendre que signifie un contrat intelligent. Et encore, juste pour vous, encore pour vous le dire, c'est que vous n'avez pas encore peut-être la compréhension de ce que ceci signifie. Mais comprenez ceci, c'est que vous déterminez l'exemple, par exemple, d'un tel hôtel. Combien de gens peuvent même faire des petits hôtels? Par exemple, au Japon, il y a des hôtels qui ont la dimension de 1 mètre sur 1 mètre. Non, 1 mètre, 2 mètres sur 1 mètre. Qui sont pratiquement des petites valises. Et les utilisateurs qui viennent des pays fatigués, il prend sa carte, il vient à 1 heure, 2 heures du matin. Il n'a pas besoin de discuter avec une concierge, un représentant sur ce qu'il vient faire. Non, il veut juste son petit lit et dormir et se réveiller, n'est-ce pas? Donc, un hôtel, par exemple, c'est quelque chose où les intermédiaires peuvent être annulés. Mais il y a beaucoup d'autres applications. Il y a d'autres applications, par exemple, accès même à une salle de cinéma. Tout ce qui est validation, maintenant, avec votre téléphone, vous pouvez valider un QR code et c'est comme une clé. C'est une clé pratiquement qui est valide pendant une période ou selon certaines autres conditions. Donc, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être développées à partir de la blockchain. Surtout, par exemple, en Afrique où nous avons encore des lieux isolés ou bien même des lieux où les gens ne comprennent pas peut-être les exigences et veulent juste exploiter, utiliser et se déplacer. Donc, pour le moment, je vais vous montrer à quoi ressemble le smart contract qu'on avait. On avait déjà ce smart contract. Et si vous vous souvenez bien, c'est toujours le même. Je n'ai rien changé. C'est toujours le Succeed Validator. Maintenant, je pourrais le changer de nom, mais s'il faut que je change de nom, il faut que je crée un autre Cabal Project qui a un autre nom, parce que celui-ci encore, il est là. Donc, il est intitulé, n'est-ce pas? Mais je pourrais le changer, mais pour le moment, ce n'est même pas nécessaire parce que le nom importe peu. La logique, c'est celle qui importe, n'est-ce pas? Donc, on a commencé, on a importé des librairies qui nous sont utiles, principalement les de base, des librairies de base. On a notre datum, tu vois. Donc, on a comme ça qu'on fait un data constructor, c'est ce que je vous ai montré. Après, ici, il y a juste une commande qui fait un Bluetooth make lift, c'est qu'on permet à Hotel Datum d'être accessible à partir du compilateur, parce que le compilateur, quand il vient ici, il doit compiler, donc le datum doit être capable d'être interprété par le compilateur. C'est cette commande qui est là. C'est toujours la même commande, donc vous pouvez juste changer le nom Hotel Datum par n'importe quoi et ce sera la même commande que vous allez passer pour que votre datum soit lisible par le compilateur. Maintenant, vous voyez les actions qu'on a créées. Toujours un data constructor.
Le client réserve, le client paye, le client peut annuler, le propriétaire peut aussi modifier. Juste 4 actions qu'on a implémentées et on les indexe. La première action, on commence toujours par index 0, c'est le client qui réserve, le client qui paye sera 1, le client qui annule sera 2 et le propriétaire qui veut modifier, ce sera la troisième action permise. Et encore, on fait un make lift du hotel action parce que tous les data types doivent être lifted. Vous voyez que c'est vraiment la même commande que ce qu'on a fait pour les détours. Vous voyez? Et si vous voyez très bien même, il semble se ressembler, mais c'est parce que celui-ci, c'est plutôt un data type, tandis que l'autre, c'est un data type constructor, donc qui a comme une base de données, du type base de données, tandis que celui-ci, c'est vraiment du type fonction. Tout ceci, ce sont des fonctions, tandis qu'ici, ce sont une base de données. C'est deux types différents, mais qui sont quand même construits de la même façon. La différence, bien sûr, c'est que pour celui-ci, on répète le nom et puis on indique les champs, tandis que celui-ci, c'est la fonction avec ses applications. OK? Donc, on a aussi notre détour. On sait que c'est soit un détour, et attendez, j'avais ici mes qui va détour, mais c'est plutôt hôtel détour. Hôtel détour. Donc, on doit voir si vraiment la réservation existe. On pourra le vérifier lorsqu'on va vérifier le détour de la réservation. Inline, make validator, mais encore ici, je l'ai changé parce que je vais faire hôtel validateur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est aussi des inline, c'est qu'on permet à chaque élément de nos fonctions d'être inlineable. Donc, il puisse être pris individuellement par le processeur Bluetooth. OK? Ces commandes reviennent, vous les répéterez. C'est juste parmi les exigences du programme, mais c'est vraiment comme vous n'avez pas besoin d'y penser. À chaque fois que tu crées une nouvelle fonction, tu dois faire ce qu'elle soit inlineable, n'est-ce pas? On a notre validateur, qui prend un détour, mais l'action et un script contexte. Le date ici représente détour, OK? Parce que c'est le premier. L'action représente le hotel action et le contexte représente le contexte. Je l'ai déjà commenté ici, donc on a déjà parlé de ce qu'est, mais on a des fonctions d'aide, n'est-ce pas? On a des fonctions d'aide qui vont nous permettre d'avoir accès à notre validateur. L'information, nous devons d'abord connaître quelles sont les informations liées à la transaction. Toujours un script context txinfo. Et à quoi est-ce qu'il s'applique? Il s'applique au CTX. CTX que nous avons appelé notre contexte. Même si je l'avais appelé ici référence, par exemple, ici aussi j'aurais appelé aussi référence. Rien de compliqué, c'est vraiment cela. Il va toujours appliquer à notre référence de la transaction ou condition de la transaction, tout le nom que vous utilisez. Donc, le script context info saura que vous parlez de quoi? Vous parlez de ref. Ref qui représente quoi? Qui représente le script context. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est comme ça que Haskell fonctionne. C'est que l'intitulé de la fonction précède et puis la fonction de appliquer la fonction précède et puis la référence suit. On va le voir plus avec le détour, n'est-ce pas? On veut maintenant prendre la clé pour que notre programme l'utilise. J'aurais pu ne pas passer par cette étape, mais je le vous montre pour vous. Comment trouver le pub key hash de l'adresse du proprio? On prend dans détour qui est simplifié référencé par date, mais le date au juste c'est hotel détour. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré que hotel détour s'appelle maintenant date. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons à partir de date. On a un peu à quelqu'un qui m'appelle. Allô? Yes, that's me. Sorry, I'm in a training, but yes, that's me. Ah, désolé, c'est quelqu'un qui m'a appelé, mais je pense que c'est à propos de la conférence qu'on a fait à Tagoma pour Plutus. Donc,
C'est ça, donc on a le txinfo, le script. Vous voyez que nous prenons la proprio adresse de data, de datum. Donc ça va prendre le pub key hash, proprietary address de datum, c'est celui-ci. Il nous donnera son pub key hash, OK? Et ainsi de suite pour le client. Ensuite, nous verrons si c'est signé par le proprio. Ça, c'est un boolean. Autrement dit, déjà à cette étape ici, on est déjà sûr que signé par proprio, est-ce qu'il est signé par proprio? Celui-ci. On saura que celui-ci sera déjà de ce type ici. Donc, cette validation sera déjà presque déjà respectée parce qu'on aura un boolean ici qui sera vrai, peut-être, ou faux. Et on devra maintenant que utiliser contrat courant pour remettre le contrat sur le smart contract pour que cette condition, pour que cette action soit totalement applicable. Parce qu'elle ne donne que des booleans, donc des facteurs de oui ou non, n'est-ce pas? Parfait. Donc, c'est ça. Donc, ça donne, c'est signé par le client. Il y a des fonctions d'aide, TX signed by. Quand vous apprenez Bluetooth, vous devez au moins avoir une idée de l'anglais parce que ces fonctions sont écrites en anglais, mais elles sont plus ou moins intuitives. Signed by, c'est signé par. C'est ça la signification. Donc, la transaction signée par. C'est une fonction que Cardano a créée, ceux qui ont développé Bluetooth, mais c'est vraiment intuitif. Dès que vous savez que c'est signed by, à partir de l'info, qui est le contexte, n'est-ce pas? Signé. Donc, de cette l'information du contexte, on peut prendre l'adresse Bluetooth des dates, n'est-ce pas? OK? Ou bien carrément, au lieu d'écrire ceci, je peux carrément faire c'est la même chose. Vous voyez? C'est la même chose parce que j'ai juste pris cette fonction ici, n'est-ce pas? Mais c'est toujours bon de le créer parce qu'à la fin, j'aurai besoin de ce pub-key hash pour autre chose. Plus pour la réception des paiements que pour confirmer la signature. Vous voyez? Et pour ceux qui savent que ce petit symbole ici, qui ne vous intimide pas, c'est vraiment égal à ceci là. OK? Donc, dans Haskell, le dollar, ça, le signe du dollar, c'est juste des parenthèses qui précèdent tout ce qui est à droite. OK? Donc, au lieu de créer des parenthèses, sachant que c'est le dernier élément, on crée juste un dollar sign, un espace, et ça va créer des parenthèses autour de ces deux éléments. Tout ce qui sera à droite sera sous parenthèse à partir de ce niveau-ci. OK? Good. Donc, c'est ça. Et puis, la même chose pour signer par client. Ce sont des conditions. Les montants, maintenant, on a des valeurs, n'est-ce pas? On doit voir quelle est la valeur. Encore, tu vois, si tu es signed by, on a aussi value paid to. Donc, c'est encore très simple. La valeur payée à, de notre contexte, au propriétaire. Ça montre qu'est-ce qui a été envoyé au propriétaire. Tout là. Donc, tout ce qui est, et tous les UTXO qui ont envoyé valeur seront identifiés par cette exigence-là. Vous voyez que c'est quand même assez simple, n'est-ce pas? C'est quand même assez intuitif. Vous connaissez déjà la valeur. La valeur peut se déterminer en EDA, en dollar digital, en autre monnaie. Tous ces types de valeurs, vous pouvez les identifier, n'est-ce pas? Vous aurez tout ce qu'il a reçu. Même en NFT, vous le verrez, OK? De même pour le client. Après cela, vous devez évaluer vos entrants et vos sortants, n'est-ce pas? Donc, input and outputs. Comme vous savez, ces inputs doivent être et outputs doivent être balancés. Donc, c'est toujours bien de les connaître. Les outputs, on doit les chercher. On a une fonction encore, ici je l'ai appelée ref. Donc, on sait les envois au contrat, tout ce qui est remis au contrat. Vous savez que j'ai comme déjà une condition que le contrat doit être doit demeurer courant. Il doit être toujours en ligne. Donc, je dois quand même savoir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui va chez nous, qu'est-ce qui revient au contrat. C'est l'envoi au contrat. Donc, je get continuing output of ref, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nous-mêmes, nos propres envois, c'est que je peux regarder soit il existe ou il n'existe pas. OK? Donc, c'est à nous de voir si il existe. Ça, c'est toute la liste
Tandis qu'ici, on ne veut qu'un seul. Ah, OK? Nous ne voulons qu'un seul. Donc, si c'est au cas où vous vous en voulez plusieurs. Mais moi, je veux juste un seul. Dans ce cas-ci, c'est celui que je vais voir nos envois. Il y a d'autres envois qui vont être envoyés, mais nous, je veux juste voir lors de la transaction du propriétaire, je veux qu'il ne fasse que la réservation, la modification d'une seule chambre. Je ne veux pas qu'il vienne modifier plusieurs chambres. OK? Donc, je m'attends à une seule réservation. Donc, ça, c'est l'unité, just one. Et ce sera O qui sera connu. OK? Et puis, voici envoi datum hash. Donc, à partir de datum hash, je vais voir si il y a un datum parce qu'il peut envoyer un code. Et comment est-ce que je le fais? Je vais essayer de le décoder. Une fonction assez facile. Donc, je prends tout ce qui est out. Je cherche s'il y a un hotel datum qui est là-dedans. N'est-ce pas? Donc, je peux le réserver, réservation datum, et puis j'envoie le datum hash qu'on a créé ici. Et ça me dira quels sont les datums qui ont été envoyés. Je prendrai tous nos datums. Maintenant, je veux déterminer si vraiment il y a un hotel datum. Il y a deux étapes. Je veux voir quelque chose qui ressemble à un hotel datum. Maintenant, tout ce qui ressemble à un hotel datum, je veux confirmer vraiment si c'est un hotel datum. Donc, je vois nos envois qui sont ici, je les reprends. Et puis, je regarde maintenant à partir de TXOut s'ils sont du type qu'on avait. Est-ce que cette chambre existe? Si elle n'a pas été réservée, donc le datum ne marchera pas, n'est-ce pas? Si la chambre n'a pas été réservée, ce datum ne passera pas. Mais si la chambre existe, qu'elle est en réservation, donc 10 sera notre datum. OK? Maintenant, on a encore de toutes les TXOut, on va voir s'il y a les frais ont été payés. De tous les TXOut qui sortent, je veux voir si la valeur qui sort est égale au prix du montant. Et ça, c'est juste une condition, n'est-ce pas? Je veux vérifier si les frais sont payés. OK? Et encore, hôtel frais payés, c'est plutôt le propriétaire. OK, c'est bon. Hôtel frais payés, c'est la même chose. Si les hôtels sont frais payés, maintenant, je vais vérifier si le propriétaire a reçu le montant qui est égal au prix. Mais la même chose que les hôtels. Ces deux conditions sont les mêmes. Mais j'aurais pu mettre... La deuxième m'intéresse le plus. Celle-ci, je peux ne pas l'utiliser. Donc, je vais faire un command block. N'est-ce pas? Et puis, je prendrai le EDA au propriétaire. C'est un integer, un chiffre que je connais. Je vais voir le value of. On l'a déjà dit, n'est-ce pas? Le value of, vous savez qu'ici qu'on a créé. C'est comme ça que, si vous suivez bien, vous voyez que Cardano, c'est comme un jeu de blocs. Vous devez d'abord créer la valeur ici au début. La valeur. N'est-ce pas? Vous avez créé la valeur ici. Maintenant, de cette valeur, vous tirez maintenant les EDA. Je vous ai dit qu'ici, dans cette valeur, ce sont toutes les monnaies. Que ce soit des EDA, des NFT, des fungible tokens, tout type de montant que vous envoyez au propriétaire, on le recevra dans cette fonction ici de montant au propriétaire. Mais dans ce montant au propriétaire, je veux juste un chiffre. Et ce chiffre, je veux juste ceux qui sont du type EDA. N'est-ce pas? C'est tout. Donc, de ce valeur, value of, de la valeur qui a été envoyée, ça c'est un type valeur. Cette valeur, je veux juste ceux qui sont du type EDA. OK? Ces deux fonctions permettent de se limiter au montant de EDA. OK? Qu'est-ce qu'on aura? On aura un chiffre. On aura par exemple 300. N'est-ce pas? En EDA. Maintenant, je veux comparer si c'est vrai ou faux que ce montant ici, qui est 300, est-ce qu'il est égal? Il est égal au prix du montant. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est égal au prix de la chambre? OK? Et ça, ce sont des conditions qu'on ajoute. Ensuite, le code n'est pas encore complété parce que je veux juste vous montrer quels sont les critères et puis on va y aller progressivement pour les compléter nous-mêmes demain. Mais aujourd'hui, déjà, vous verrez que une autre chose dans Bluetooth, elle est plus ou moins simple. Le reste du programme, c'est du copier-coller. Vous n'avez juste qu'à changer vos noms. Vous avez besoin d'un validate type. Notre validate type, je l'appelle hotel data type. Ou mon datum type, redeem type de ce type-ci,
Je l'ai appelé Hôtel Détour et Hôtel Action. C'est juste le nom que vous avez besoin de modifier ici et bien sûr vos data types parce que vous voulez créer, c'est un data type d'abord que vous créez. Je pourrais plus, ce nom vous aurez pu le changer comme vous voulez. Mais ceci, c'est Cardano lui-même qui l'indique et vous lui donnez maintenant le nom de vos fonctions. N'est-ce pas? Vous savez que ceci c'est le détour, ceci c'est le DEMA et vous l'intitulez calculer. Et une fois que vous l'avez changé, vous avez que mon petit hôtel validateur, je l'ai mis dans le MK on type validator. C'est parce que je n'ai pas mis de paramètres. Si j'avais mis des paramètres, ils auraient précédé mon détour. OK? Mais ils ne sont pas là. La prochaine fois, peut-être pour quelqu'un d'autre qui s'intéresse, on pourrait mettre un paramètre. Mais comme je vous ai dit, ajouter un paramètre ici avant le détour, ça ne change rien à la validation. Ça crée juste des jumeaux. Ça crée des adresses dans différents endroits seulement. Mais la validation sera la même. Tu peux faire la même action dans tous les deux, à l'exception justement des paramètres. Soit le prix, soit c'est un hôtel qui est luxueux, l'autre c'est un hôtel qui est pour les étudiants moins cher. C'est juste le prix qui va changer là-bas, ok? Et certains avantages. Mais la validation sera la même. Tu dois toujours payer la caution, tu dois signer, tu dois recevoir une clé. La caution peut être retenue si tu annules et le propriétaire peut changer sa chambre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et puis, pour moi, je dirais que c'est tout ce qui me resterait à faire. Ensuite, une fois que j'ai passé cette étape-ci, je peux maintenant essayer de compiler ce programme-ci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, j'ai une question. Oui. Si par exemple, je veux, avec le même contrat, donc j'ai signé, j'ai passé la demande, mais que après je veux changer ma demande, donc je n'annule pas, je veux juste changer. Est-ce que je vais utiliser la même clé, pardon, la même clé, premièrement, ou alors je vais carrément annuler les contrats existants et créer un nouveau contrat, où on peut utiliser les mêmes paramètres et changer que des choses à changer. Merci. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y a deux éléments. Soit on garde le contrat jusqu'à la fin du séjour. Autrement dit, le propriétaire n'a encore rien reçu. Tu as payé le montant, mais il se trouve encore sur notre contrat. Le propriétaire ne recevra le montant qu'à la fin. Si c'est le cas, tu peux modifier. Tu peux soit te dire, OK, j'ai déjà payé pour une chambre qui coûtait 200 $, mais je n'aime pas la vue. Je vais aller dans celle qui coûte 400 pour une journée. Est-ce que je peux changer ce contrat ici avec l'autre contrat qui est en ligne? Vous voyez, c'est possible. Vous pouvez dire que oui, ou propriétaire parce que comprenez que les propriétaires de l'hôtel, vous êtes au juste son fournisseur aussi. C'est comme Amazon qui te permet de vendre des biens sur son réseau. Nous aussi, on sera un réseau de gestion des hôtels, mais on ne sera pas nous propriétaires de ces hôtels. Le propriétaire de l'hôtel sera aussi l'un de nos clients. On pourra donner comme condition de participer à notre plateforme, c'est qu'on veut que nos clients soient aussi flexibles, que vos clients soient flexibles, c'est que s'ils veulent modifier leur chambre en cours d'usage, qu'ils soient capables de le faire. Oui, il y a une possibilité de faire cela. Mais dans le continuing, il y aura une condition, comme tu vois ici, dans le continuing, celui-ci-là, il faudrait maintenant qu'il y ait un output qui va à un autre smart contract. Vous voyez? Donc, il faudrait que ta balance de ton UTXO puisse être, il n'y aura pas une seule réservation. Cette condition, nous allons la changer maintenant. Parce que tu voudras combiner deux réservations. Tu vas consommer celui qui est de 400 $ pour 2 jours, n'est-ce pas? Et le tien de ton 2 jours. Donc, tu vas consommer le tien et l'autre, tu l'utilises pour maintenant 2 jours qui te restent. Donc, il y a cette possibilité-là. C'est aussi possible de le faire. OK. Merci. Ma voix est sortie un peu trop forte là. Je ne criais pas. Je demandais juste s'il y a une autre question. Donc, et encore les amis, vous êtes des développeurs, vous êtes intéressés à la blockchain. Mon travail, c'est d'illuminer une petite lampe. C'est vraiment de faire jaillir une étincelle. C'est de vous montrer au juste qu'est-ce que c'est. Par exemple, pour moi qui voyage, des fois j'ai besoin d'une flexibilité. Par exemple, quand je vais prendre un hôtel en Europe, je n'aime pas me promener de l'aéroport jusque là où je vais avec mes valises.
Il y a cette option déjà aujourd'hui en Europe. Tu peux pas aller louer une boîte pour déposer ta valise sans que personne n'interagisse avec toi. Et ce sont des hôtels qui offrent ces chambres-là. Parce que je viens avec mon QR code et je scanne et la boîte s'ouvre, je dépose ma petite valise et je m'en vais là. Tu vois? Et puis je reviens quand je suis de retour, je vais chercher ma valise. Donc il y a cet élément-là de réellement créer des applications qui sont utiles. Maintenant, je vous parle d'un hôtel, mais vous, peut-être que vous pouvez penser de la location d'une moto. Vous pouvez penser il y a quelqu'un à Kinshasa qui avait fait une moto qui démarre par empreinte digitale ou autre chose. Donc, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Même maintenant, ici, chez nous au Canada, les scooters, des petites mobilettes, on les loue à partir de la rue et puis te dit où les déposer et puis tu les laisses. Ce sont des applications décentralisées et non autorisées, autrement dit, qui ne te nécessitent pas l'autorisation du propriétaire. Ce sont des applications que pour vous, les jeunes développeurs, vous pouvez en créer et les publier en ligne et chacun peut venir utiliser votre application. Quelqu'un qui a un hôtel à Goma ou je ne sais pas où en Afrique, il peut dire, OK, je serai client de cette application d'Anne qui gère les hôtels. Je vais enregistrer mon adresse et je vais respecter les critères. Je vais changer les serrures pour que ce soit le QR code qui ouvre la porte et on est en business. OK? Ouais, en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions pour le smart contract? Pour le Datum, le Redeemer? Surtout le Redeemer, j'aimerais que quelqu'un me dise comment est-ce qu'on peut changer le Redeemer au lieu de, par exemple ici, quelque chose que je n'ai pas mis. La modification, le propriétaire, s'il veut modifier, n'est-ce pas? Il peut modifier avec une autre fonction. Vous voyez? Donc là, pour le proprio, la fonction, comprenez que ça, le redeem, ce sont des fonctions. Des fonctions. Donc celui-ci, je lui dis déjà que le PM redeem doit s'entendre à un élément, un paramètre qui est de type integer. Pourquoi le type integer? Parce qu'il peut modifier soit le prix. OK? Alors, comme je l'ai mis ici, je dois mettre quelque chose N. N'est-ce pas? Ou n'importe quoi là. N'est-ce pas? Donc là, déjà, je saurais que pour cette condition ici, il ne peut pas juste cliquer sur un bouton. Il doit non seulement me donner un nouveau prix, et ce prix, je sais que ce sera dans la fonction du prio M, parce qu'il s'attend à un integer. OK? C'est comme ça qu'on envoie aussi des paramètres dans des fonctions. Donc, oui, pour le moment, nos fonctions seront simples. Ce seront juste des choix, des sélections. Mais chaque sélection peut te demander d'autres conditions. OK? Ça va? Et ici, comme le donne B. Oui? Oui. Non, ça va. OK, c'est bon. Donc, c'est que on peut, à partir de cet integer, on demande juste un integer ici pour le prix, mais ça pourrait être une autre fonction plus complexe. Ça pourrait être que le propriétaire doit certifier que c'est vraiment lui le propriétaire. Ça peut être que le propriétaire puisse s'assurer que ces chambres ne sont pas en utilisation, qui nous confirme cela. On peut mettre une fonction ici. On peut mettre même un autre smart contract ici. Et ici, ce sera un validateur. Tu vois que on peut faire de la création d'un contrat intelligent qui est complexe. Ce ne sont pas juste des choses simples, même si au juste la vie est simple, mais on peut les rendre complexes si on veut. On peut créer tout un système de gestion d'un compte bancaire ici, n'est-ce pas? Le client peut envoyer des fonds, il peut recevoir une paye, il peut faire tout ce qu'il veut avec son compte, parce que c'est son compte, n'est-ce pas? Mais on doit être capable de déterminer quelles sont les actions possibles. Parce que c'est ça le rôle du redeemer. Le rôle du redeemer, il détermine le type de votre commerce. Si vous êtes un supermarché, votre redeemer sera différent de si vous êtes une banque. Si vous êtes un hôpital, le redeemer sera différent. Disons un hôpital géré par la blockchain. Tout ce qui est comme les soins. Bien sûr, le docteur, lui, ne va pas être un ordinateur, mais au minimum, tout ce qui est paiement de ta facture, location de ta chambre, achat de nourriture, la pharmacie, n'en parlons pas là, c'est même très simple. Tu peux même déterminer la livraison automatique de tout ce qui est prescrit par le docteur. Dès que le docteur prescrit, le smart contract lui-même paye la facture.
N'est-ce pas? Si quelqu'un, par exemple, moi je suis au Canada, je veux que ma grand-mère soit soignée au Congo, à partir d'un smart contract, j'ai payé toute sa facture, ce n'est que moi qu'on va charger. Tout ce que le docteur prescrit, le smart contract reçoit la prescription et envoie l'argent à la pharmacie pour que le médicament soit délivré à l'utilisateur. Donc, il y a plusieurs fonctions qui sont simplifiées et nos validateurs ne sont pas de petits validateurs, ce sont des ordinateurs, n'est-ce pas? On a toute une série de validateurs sur Cardano, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est complexe que vous allez écrire, tant que c'est un smart contract qui est de type Bluetooth, bien sûr, il y a une limite sur la dimension de votre, ça doit être 64 kilobytes à peu près. Il y a une dimension, mais la plupart des smart contracts d'argent que je connais ne sont que des centaines, les plus longs sont comme à 500 lignes. Vous voyez, si déjà nous sommes à 140, 139, je pense qu'à la fin de quand on va commencer à le compiler, on aura à peu près 150 parce qu'il me faut encore une affaire de 10 ou 20 lignes à écrire pour l'optimiser. Mais ça, c'est déjà un smart contract qui te permet à faire que deux clients puissent interagir suffisamment de manière logique, n'est-ce pas? Donc, il y a d'autres façons que vous pouvez avoir plusieurs types de clients, plusieurs types de conditions, mais vous ne serez pas à 500 lignes. Donc, ceci pour vous dire que pour celui qui va apprendre Bluetooth, ce n'est pas un casse-tête. Avec ces 150 lignes, tu peux les imprimer, ça te prendra tout au plus 4 pages. Tu lis 4 pages de code, tu sauras tout ce que c'est que ces languages, ce sont des extensions. Ces modules, tu sauras tout ce que sont ces modules-ci et tu pourras aller les chercher toi-même. Tu vois, tu sauras lequel est applicable à ta fonction. Dès que tu as déjà créé un DTOM de ce type-ci, tu peux en créer qui en ait 20 critères, 50 critères à ta volonté, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours la même façon que tu vas le faire. Le redeem, on n'en parlons même pas. Le redeem, elle est le plus simple. Carrément, ici, on a tout le redeem ici. Si tu veux que ce soit maintenant, je ne sais pas, la location du vélo, ce sera la même chose. C'est juste une question d'obtenir la clé, n'est-ce pas? Donc, je vous demande vraiment d'y penser et j'aimerais que vous puissiez vous y mettre. Le plus intéressant, c'est que si vous aviez un noyau, demain, j'aurais aimé que ceux qui participent avec nous demain puissent au moins arriver à compiler ce programme-ci. Est-ce que c'est possible? Parce que je vais le compiler aujourd'hui de mon côté, mais demain, quand je le compile pour la deuxième fois, je vais faire un push ce soir et faites un pull et puis essayez de compiler aussi vous-même, n'est-ce pas? OK. Yeah, parce que je constate que c'est difficile de se rattraper lorsqu'on est en retard. Mais comme je suis là, je suis disponible pour guider au minimum la compilation d'un smart contract. Au minimum. Parce que là, vous verrez que si vous pouvez comparer le DTOM au redeem, vous saurez aussi qu'est-ce que c'est que toute cette histoire-ci. Celui qu'on a fait la semaine passée, c'était vraiment l'essentiel à retenir. Vous voyez? OK. Ouais. Yeah. Est-ce qu'il y a une question pour Akili? Je sais que la fois passée, tu essayais de faire la compilation du programme. Qu'est-ce qui s'était passé? Akili, ta voix, on ne t'entend pas. Pour les autres participants, est-ce qu'il y a des questions? On a juste 7 minutes. Donc, j'aimerais que vous me posiez des questions soit sur la séance passée ou la séance qui s'en vient. OK. Welcome Amidou, welcome Joséphine, Barthélémy, soyez les bienvenus. Moi, je proposais, demain peut-être comme vous avez demandé qu'on fasse tout pour compiler ces Oui. smart contracts, on va le faire, mais je voulais, en tout cas, en tant que développeur, en tout cas, Hakim et les autres peut-être peuvent me soutenir. En tant que développeur, 150 lignes ou 250 lignes à retenir, à comprendre, c'est pas compliqué, c'est pas vraiment très compliqué. Je me disais si demain on peut plutôt faire des équipes, genre de groupes. Peut-être on peut nous grouper à deux, si nous sommes 10, 5, on essaie de travailler sur un petit contrat
live. Comme ça, on a des questions qui viennent de par-ci par-là, si c'est possible. Parce qu'aussi, Yes. apprendre en écoutant, c'est bien, mais apprendre en tapant, donc en comprenant que ça ne marche pas, c'est là qu'on arrive à faire quelque chose. Ou alors, vous nous donnez un TP d'un petit contrat qui est possible. Nous allons Oui. essayer de nous référer sur celui que tu as push. Et puis demain, on peut revenir avec un contrat peut-être qui n'a pas tout, mais qui va nous permettre de comprendre ce que nous n'avons pas compris dans dans le texte, dans le Oui. contrat. C'est vraiment bien. Donc moi aussi, je suis patient. C'est que je comprends que le contrat qu'on a fait la semaine passée, vraiment, c'est l'essentiel de la connaissance. C'est que si vous êtes capable de modifier le DTOM et le REDEEM et de faire des transactions sur CLI, vous verrez quel est le rôle du DTOM et vous verrez quel est le rôle du REDEEM. Parce que quelle que soit leur complexité, leur rôle ne change pas. Donc demain, on va commencer à travers l'installation Nix, n'est-ce pas? Amido aussi pour toi. On va commencer, aussi. On va commencer l'installation Nix, voir qui ont Nix, qu'est-ce qui se passe avec votre installation Nix. Et à partir de Nix, on va faire un câble à repo du code de la semaine passée et on va obtenir un Bluetooth script qu'on pourra maintenant partager, n'est-ce pas? Et essayer, comme te le dit Dan, entre vous de vous envoyer des transactions et chacun modifier et de nous donner son adresse, de nous donner l'adresse de son contrat pour qu'on utilise son contrat et non pas le mien. OK. Oui, Paul, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais Paul il était déjà à un niveau où il avait un contrat intelligent de son côté. Alors? Oui, allô? Oui, et moi j'avais terminé à faire la configuration de tout l'environnement, donc j'avais préparé l'environnement. Mais quand je faisais Cabal Report, hein, ça me donnait toujours l'erreur attends, c'était l'erreur, on écrivait seulement des X et Y, des choses pareilles avec beaucoup de scripts derrière. Ok, Alors je ok. me demandais pourquoi, parce que j'avais Mais, terminé à importer oui. tous les outils, Mais, même le Cabal Update. Boaz avait pu avoir Nix. Il m'a montré Nix avec Boaz. Donc, comme vous êtes avec Boaz, essayez au moins de vous parler pour voir quelle a été sa configuration. Parce que Oui, lui, moi avec Nix aussi, j'avais terminé aussi avec Nix. oui. Même avec, Ok. et Donc, d'ailleurs, pour le moment, je peux dire que je suis en avance. Ce qui restait seulement, c'est de compiler le oh, Cabal. dans ce cas-là, on compile ensemble demain. OK? Si tu as déjà passé l'étape de Nix Shell, la compilation, je peux la résoudre avec toi. Je pense que ça doit être soit tu lances Cabal repo peut-être dans le mauvais répertoire. Tu dois le lancer dans le répertoire de Always Succeed ou bien SRC, dépendamment de comment est-ce que tu as copié tes fichiers. OK? D'accord, merci beaucoup. Parfait. Donc demain, on va commencer par la vérification des noyaux et de vos et aussi ayez un noyau qui roule localement, hein, et c'est encore important, Oui, n'est-ce pas? Yes. oui, Euh, j'avais déjà installé ça. c'est bon, un noyau pre-prod qui soit synchronisé. Donc c'est bon. Donc demain on commence à la même heure à 12 heures de chez moi et on commence à parler avec toi, Akili, pour voir où est-ce que tu en es avec ton Cabal Report. OK? D'accord, merci beaucoup. Donc je vous remercie beaucoup. Oui, Amidou? Ok, ok, donc ça sera demain alors. Oui, demain à la même heure. Ok, ok, c'est compris. Merci, merci. Merci beaucoup et bon courage. Donc, c'est tout les amis. On se revoit demain. Je vais clore la séance. Mais si vous avez aussi des questions à m'envoyer par chat, par Telegram et autres moyens, n'hésitez pas, OK? Je vais faire un push aujourd'hui pour que vous puissiez la configuration de démocratie. OK. D'accord. Donc, pour faire un pull de la version passée, c'est juste le pull et puis vous écrivez le tag qui vient avec. Je vais écrire un petit message là-dessus. D'accord. OK, bonne journée les amis. Merci. Merci à vous aussi.